Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 18 juillet de TVC l'été. On a une belle émission à vous présenter cette semaine. Un nouveau service de frigo partagé a été installé au Centre d'éducation des adultes d'Amqui. Un nouvel événement sportif aura lieu dans la Matapédia, l'Ultra Trail Siam. J'ai rencontré l'auteur Yasmine Hott-Smith qui fera la tournée des bibliothèques pour présenter son livre Saphira. J'ai rencontré le député de Rimouski, la Matapédia, Maxime Blanchette-Jonca, pour faire le bilan de la session parlementaire au fédéral. Mais tout d'abord, on vous amène au dévoilement d'une œuvre d'art installée dans le nouvel hôtel de ville d'Amqui. L'artiste du Bas-Saint-Laurent, Pilar Macias, a créé une œuvre pour la ville d'Amqui. Cette œuvre est exposée au nouvel hôtel de ville et la ville a décidé d'organiser un grand dévoilement pour vous présenter cette œuvre. On procède au dévoilement? Oui, certainement. Parfait, allons-y. Alors, bonjour à vous tous. Je suis vraiment contente parce que vous êtes quand même nombreux. Tu sais, c'est pas l'inauguration de notre nouvel hôtel de ville. C'est quand même important. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est le dévoilement de l'œuvre d'art. Alors, merci d'être là. Je vais quand même me permettre de dire un merci spécial à Guillaume Tremblay. Guillaume est le nouveau président de l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, et aussi maire de Mascouche. Fait que Guillaume, tu commences très bien ta présidence avec nous. Donc, merci. Il est avec sa petite famille aussi, sa conjointe Anne-Marie, Zachary et Zoé. Salut! Alors, merci d'être avec nous. Merci aussi Madame Pilar Macias, qui est notre artiste, qui nous a produit l'œuvre d'art qu'on va dévoiler tout à l'heure. Vous êtes les premiers à pouvoir voir cette œuvre d'art. Alors, puis merci à vous tous aussi qui vous êtes déplacés pour être avec nous en cette fin d'après-midi. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que nous marquons aujourd'hui une première étape. Il faut dire, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une première étape dans l'ouverture de notre nouvel hôtel de ville, avec le dévoilement de l'œuvre d'art qui a été préparée par Mme Macias, qui va embellir ces lieux pour les années à venir. Cette œuvre, d'ailleurs, viendra ajouter une dimension sensible et inspirante. De toute façon, je vais laisser le soin aussi à Mme Macias de vous la présenter tout à l'heure. Mais je tiens quand même à saluer la qualité de cette œuvre et les rappels qu'on va y retrouver de notre ville qui se retrouve à travers cette création. J'en profite aussi pour vous annoncer que le déménagement de l'hôtel de ville, ça veut dire que tout ce qui est les bureaux là-bas, tout ce qui va être réutilisé, avec les employés puis nous autres, bien sûr, là, préparez-vous, là, on s'en vient toutes. Donc, le déménagement aura lieu même la semaine prochaine, du 16 au 18 juillet. Et notre nouvel hôtel de ville ici va donc ouvrir ses portes dès vendredi prochain, soit le 18 juillet. Pas vendredi prochain demain, là, mais vendredi la semaine prochaine. Parce qu'il faut d'abord déménager avant de l'ouvrir ici, hein? Ça fait partie. Alors, également, aussi, justement, à la fin de l'été, nous allons inviter en grand nombre pour une journée familiale pour inaugurer vraiment ce nouvel hôtel de ville avec des visites guidées du bâtiment, et aussi la découverte des nouvelles installations extérieures, parce que c'est important aussi, avant de partir, d'en profiter pour aller voir le nouveau skatepark qui a été conçu spécialement pour nous ici à Amqui. Alors, si vous avez un skatepark là, dans le motorisé, là, c'est le temps de prendre des photos puis d'en faire la promotion à l'extérieur. Aussi, on va avoir un nouveau terrain de basket
Et je me trompe pas, c'est bien le basket. Et aussi, des fois la fille là, est nerveuse. Et aussi, on a notre nouveau bloc sanitaire, complètement changé avec un bloc sanitaire vraiment avec des salles de bain. Qui est là aussi avec des fontaines d'eau. Fait que les gens vont pouvoir remplir leur bouteille d'eau, ce qui est vraiment beaucoup plus écologique que la bouteille jetable. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce parc de planches à roulettes-là est de toute beauté. Lui, il est déjà ouvert parce qu'on n'a pas eu le choix. De toute façon, on se faisait squatter. C'était marqué défendu ici, mais on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes, puis là, on était obligé de faire la police, puis ça, on n'aime pas ça, c'est pas notre job. Alors, Véronique, quand même, surveillait les contracteurs sur le terrain. Bien, fait que quand on a senti que c'était plus sécuritaire, bien, on a enlevé l'affiche, défendu. Et vraiment, les jeunes s'y plaisent parce que c'est en ciment, donc c'est beaucoup moins bruyant. C'est pas bruyant, même, comme on dit, là. Moi, j'ai pas encore sorti la mienne, là, je sais pas ce qu'elle est. Alors... Merci à vous tous. Merci aussi à toutes ces personnes. Merci aux entrepreneurs qui sont ici depuis le début, qui ont travaillé, qui m'ont fait un beau bureau, qui ont fait un beau bureau pour la mairie, c'est ça qu'il faut dire, qui ont travaillé. Mais on a vraiment un bel édifice qu'on a hâte de présenter aussi à tous les gens. Alors, ceci étant dit, vous contribuez aussi à faire de ce projet un lieu vivant, moderne et surtout accueillant pour toute notre communauté. Alors aujourd'hui, on se concentre sur notre œuvre d'art. Merci d'être là. Bien, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, très content d'être ici aujourd'hui. Vous savez, comme la mairesse l'a si bien dit tantôt, j'ai la chance de faire une tournée. Donc, c'est une tournée non officielle. Mais mon objectif, c'était rapidement d'aller voir un peu sur le terrain comment que ça se passe. C'est quoi la réalité des régions? Parce que comme maire de Mascouche, qui est sur la couronne nord de Montréal, quand on parle au nom des villes du Québec, il faut savoir un peu comment, puis c'est quoi vos réalités ici que vous vivez. Donc, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Puis ça fait 2 semaines qu'on roule en camper avec la famille. Puis ça fait longtemps que je ne m'étais pas mis les pieds dans une salle du conseil. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Ça me remet les deux pieds groundés, disons, avec la population. Saluer très sincèrement Mme la mairesse et les membres du conseil. Vous féliciter pour cette vision, pour cette audace que vous avez eue. Le directeur général, toute votre équipe. Vous savez, dans une ville, il y a des élus, il y a aussi des employés, mais aussi d'abord et avant tout, j'ai vu plusieurs citoyens, citoyennes qui sont ici à démontrer à quel point que vous êtes implantés et que ce lieu va être vraiment important pour la collectivité, bien sûr, de la ville d'Amqui ici. Je vois des enfants. Ça me rapproche beaucoup de chez nous, c'est une réalité. Je l'ai vu tantôt, j'ai été visiter le camp de jour pour une ville de 6 000 citoyens environ. J'arrondis 69, 70 jeunes qui sont présentement au camp de jour, c'est pas rien. Donc vous avez vraiment une réalité avec un grand nombre de jeunes familles ici. Je pense que c'est vraiment bon pour votre suite des choses. Et comme je disais tantôt à la mairesse, au directeur général, c'est une tournée non officielle aujourd'hui. Je fais plus une tournée, venir rencontrer les gens en arrière des villes. Mais en novembre et décembre prochain, ça va être la tournée officielle du président, où je vais être vêtu d'une cravate et je vais être rasé pour venir vous rencontrer, mais parler plus profondément des dossiers, puis comment on peut, bien sûr, vous accompagner. Mais sachez que l'Union des municipalités du Québec, c'est une institution qui a plus de 100 ans d'existence et elle va toujours être à vos côtés pour vous accompagner. Puis on regarde l'État québécois présentement. Je pense que le monde municipal va être soudé comme jamais pour les prochaines années. On a des défis devant nous qui vont être importants, mais si on fait le combat tous ensemble, on va s'en sortir, c'est très certainement. Donc, Mme la mairesse, je souhaite ardemment continuer le travail à vos côtés au cours des 4 prochaines années. C'est un message que je passe à la population en même temps. Sylvie, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc bonne continuité, et on se reparle tantôt avec une autre petite coupe de vin. Merci à vous. Alors, bonjour, mon nom c'est Pilar Macias, comme elle a dit, je suis d'origine mexicaine, mais je me sens vraiment québécoise. Ça fait comme une trentaine d'années que je me suis établie dans le Bas-Saint-Laurent, toujours dans le comté de Kamouraska, dans cette région. Alors, je me sens vraiment contente que mon projet a été choisi. Dans ma démarche artistique, c'est super important l'identité. Pourquoi on est
ce qu'on est. Dans un lieu, ça va être important sur l'histoire, le territoire. Alors j'essaie toujours, quand je fais mes projets, de m'inspirer du lieu. Et c'est ça qui est arrivé ici pour le projet. Je connaissais déjà Amqui, mais je l'ai vu de notre côté. Vraiment, je me suis promenée, je suis allée voir d'autres points de vue et j'ai vu la magnificence des paysages. Alors je me suis inspirée c'est sûr, des paysages agricoles, les rivières, mais en même temps, le pont couvert, que c'est comme patrimonial. Ça aussi, ça me touche beaucoup, tout ce qui est en lien au patrimoine, parce que tout ce que c'était les gens d'avant, notre patrimoine, ça fait que ce qu'on est maintenant. Alors, l'idée du projet, c'était faire quelque chose de mêler les côtés... tout le contexte du territoire, du patrimoine, les mouvements, et faire comme quelque chose en continuation. Alors l'œuvre, selon moi, sont deux morceaux différents qui ont un lien, pas tellement différents, mais sont en lien, une en photo, l'autre avec couleur. Alors je voulais que tout le monde puisse se reconnaître dans cette œuvre. Et par rapport au pont, j'ai repris la forme du pont, qu'après ça, j'ai reproduit, j'ai la mélangé pour faire des formes. Alors, toutes les formes qui sont là sont en lien avec le pont, et où j'ai parti dans notre forme d'un cellier qu'on appelle, c'est la partie comme ça du toit de la gare de train. Alors, pour moi, c'était ça le patrimoine, mais en le travaillant d'une autre manière, ça fait comme quelque chose qui évolue. Et c'est ça, qu'est-ce que c'est pour moi, une continuation de ce qu'on était ici, les gens d'ici. Alors, en gros, c'est ça. Après ça, il y a une lumière à l'intérieur pour exprimer comme un noyau qui aussi va illuminer, qui va tenir la communauté, qui va être solide, mais qui quand même va être en mouvement et en transformation. Alors, en gros, c'est ça, l'œuvre. C'est fait, je ne sais pas si vous voulez savoir, c'est fait en aluminium, impression en aluminium, avec des verres aussi, et de la lumière, en gros. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Et je remercie beaucoup le comité qui a choisi mon œuvre, parce qu'on était 3 artistes qui ont présenté une maquette, et on présente toute... Pourquoi on a choisi de faire l'œuvre comme ça, et après ça, toutes les questions techniques. Et j'ai eu la chance d'avoir été choisie. Alors, merci beaucoup pour me permettre d'être une partie d'Amqui ici avec mon œuvre. Merci. Un autre bel événement aura lieu dans la Matapédia pour les amateurs de courses et de plein air, commandité par Celsius Climatisation Chauffage. Pour connaître tous les détails, je suis allé rencontrer l'organisateur du Ultra Trail Sayam, Miguel Marcoux. Je suis en compagnie de Miguel Marcoux. Bonjour Miguel. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, on parle d'un nouvel événement qui va avoir lieu ici dans la Matapédia, organisé par le domaine Sayam, donc l'Ultra Trail. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Ultra Trail? Un ultra trail, à la base, c'est de la course en sentier. Mais pourquoi qu'on va dire ultra? C'est que ça va être des courses avec des distances qui vont dépasser le 42 km qu'on va connaître des marathons. Fait qu'on va avoir des distances qui vont aller jusqu'à un 100 km qui nous donnent l'autorisation de s'appeler un ultra trail. OK. C'est pour ça, à cause du nombre de kilométrage, que ça s'appelle ultra. Exactement. Il faut vraiment avoir dépassé la distance du 42 km pour avoir accès à l'appellation ultra trail. Donc, comme je l'ai mentionné, ça va s'appeler l'Ultra Trail Sayam parce que c'est organisé par le domaine Sayam, c'est ça? Exactement ça, oui. Donc, c'est la première édition. Pourquoi avoir décidé d'amener un événement comme celui-ci dans la Matapédia? Parce qu'on trouvait qu'on avait quand même une belle richesse au niveau de la nature puis nos sentiers qui nous donnait aussi possibilité d'avoir une course de cette grande envergure-là. Fait que je trouvais ça dommage d'avoir cette possibilité d'organiser un événement de cette ampleur-là puis pas le faire. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé cette année de se lancer dans cette belle aventure-là. Donc là, il va y avoir plusieurs tracés. Là, tu nous as parlé un peu du nombre de kilométrage. Ça va être 100 ou ça va être
plus? Selon les tracés, il y a différents kilométrages? Dans le fond, on va avoir un 1 km qui va être vraiment pour les enfants, qui va être le dimanche. On va avoir aussi le 15 km. Le 15 km, c'est vraiment une belle distance pour les gens qui débutent dans la course ou même la randonnée, parce qu'il faut comprendre aussi qu'un ultra-trail, les temps alloués à faire les distances sont vraiment très grands. Fait que si, exemple, vous avez des personnes qui courent un 3-5 km sur route, un 15 km est vraiment accessible pour vous parce que vous n'êtes pas obligé de courir d'un bout à l'autre. On peut faire des parties en marchant aussi? Oui, vous pouvez marcher dans le fond parce que le temps alloué, exemple, pour le 15 km, on parle environ de 5 heures. Fait que vous avez amplement le temps de faire la distance pratiquement à pied. Fait que les gens qui craignent, un peu qui ont peur parce que le mot ultra fait peur, bien, c'est vraiment une distance qui est très, très, très accessible. Par la suite, on va avoir le 25 km, que lui peut nécessiter un petit peu plus de préparation pour des gens qui débuteraient dans la course. Mais c'est quand même un beau défi qui peut être très relevable. Je dirais des personnes qui font des 10 km sur route peuvent aller facilement tenter d'aller faire un 25 km. Encore là, lui, c'est environ un 8 heures de cut-off pour faire la course. On a un 50 km, là, c'est sûr, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus aguerries, qui ont un petit peu plus d'expérience. Puis par la suite, on a un 100 km. C'est vraiment comme la course mythique en ce moment qu'on organise de l'événement. Là. C'est la course suprême, là. Exactement, oui. C'est une course qui est linéaire, qui est vraiment très intéressante. Linéaire, ça veut dire qu'on va partir d'un point A qui va finir au domaine Siam. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Ça. Justement, ça va être où les tracés? Où c'est que les gens vont pouvoir effectuer les tracés? La majorité des tracés vont vraiment s'effectuer du côté de Val-d'Irène, des territoires éoliens. C'est vraiment là que ça se passe. Okay. Les gens pensaient beaucoup que ça allait se produire dans la seigneurie, dans ces eaux-là, mais... Bien, on aurait souvent ce réflexe de penser ça parce qu'on a des belles pistes, mais on veut faire découvrir aussi autre chose dans la Matapédia. Exactement. Puis nous, ce qu'on a besoin aussi, on va aller chercher du dénivelé. On va aller chercher des endroits que c'était plus montagneux avec des plus hautes altitudes. Fait que c'est pour ça que de ce côté-là, beaucoup plus de dénivelé que du nord du lac. Là. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que le Mont-Saint-Irène, une partie du Mont-Saint-Irène va faire partie des tracés? Oui, tout à fait. Puis il va y avoir aussi des stations de ravito. Là. Fait qu'exemple, pour vous dire, le 15 km, les gens vont partir au pied de la montagne de Val-d'Irène. Ils vont monter Val-d'Irène, puis par la suite, ils vont descendre jusqu'au domaine Siam. Et là, tu me parlais du dimanche pour des courses, mais ça va être quoi les dates? Dans le fond, l'événement va se dérouler du 23 jusqu'au 24 août 2025. Mais principalement le samedi et le dimanche, c'est là que les courses vont se céduler. Là. Les principales courses, ça va se dérouler comme ça sur 2 jours. Exactement. Le 100 km se fait sur une journée? Le 100 km, lui, se fait sur une journée. Le départ va être à 5 heures du matin et le cut-off à 10 heures le soir. Fait qu'ils ont environ 17-18 heures pour faire la course. Toute la journée. Est-ce qu'il y a des prix à la fin de la journée? Est-ce qu'il y a des récompenses pour ceux qui vont oser le défi? Oui, puis nous, c'était vraiment important aussi de faire des podiums pour chaque catégorie. Et il va y avoir aussi des prix que là, je ne veux pas encore divulguer pour l'instant, mais il risque d'avoir des prix aussi monétaires pour le 100 km et le 50 km. Puis il va y avoir aussi des prix physiques pour le restant des courses. Puis aussi, tout ce qui est au niveau des participants, ils vont avoir, exemple, de la merch aussi, des trucs comme ça. Puis il va y avoir plein d'affaires sur le site à vendre aussi pendant l'événement. Là, j'imagine que ceux qui veulent s'inscrire, c'est le temps? Oui, c'est le temps. Puis en ce moment, dans le fond, l'inscription aussi, il y a un rabais. Plus que vous inscrivez tôt, moins que l'inscription va vous coûter cher. Fait qu'à partir d'environ un mois avant l'événement, fait que c'est bientôt, bien là, les prix vont être plein prix. Là. OK. C'est quoi les prix? Ah, ça dépend vraiment de toutes les catégories. Là. C'est variable selon les catégories, tout ça. Oh. Et puis, justement, les gens qui veulent participer, on se prépare comment à un événement comme celui-là? Si on veut participer? Ça va dépendre de la distance que vous faites. Okay. On va parler pour les distances du 15 km, du 25 km. Si vous faites un 15 km, si vous êtes des personnes qui marchez beaucoup, ça peut être amplement pour faire essayer de tenter un 15 km. Si vous faites un 25 km, c'est sûr que je suis pas non plus un coach en course, ça fait que c'est difficile pour moi de donner des conseils, mais j'ai dans l'idée que quelqu'un qui est capable de faire un 10 km assez aisément sur route peut tenter un 25 km. Parce que beaucoup de marches, vous faites beaucoup de marches. Les gens ils pensent qu'on court en montant les montagnes, mais en vrai, on va vraiment marcher la majorité du temps. On va courir vraiment tout ce qui est comme plat, soit des faux plats ou des descentes. Les montées, on va pas les courir. Là.
C'est vraiment plus une gestion d'énergie que de vitesse. Fait que dans le fond, ceux qui veulent s'inscrire, qui font déjà de l'entraînement, continuent l'entraînement qu'ils font, ils n'ont pas besoin de rien changer. Ils font ce qu'ils font habituellement pour se tenir en forme. Oui, c'est ça. Peut-être ajouter un petit peu plus de course à pied si, exemple, ils n'en font pas, mais aller tenter une fois de temps en temps dans des territoires un petit peu plus avec des racines puis des roches pour s'habituer à ce terrain-là. Donc, un événement comme ça ne se organise pas tout seul. J'imagine que vous avez du soutien, des commanditaires, du financement. Oui, exactement. En même temps, notre commanditaire officiel, c'est Celsius Climatisation Chauffeur. Fait que c'est vraiment le fun aussi que les compagnies de la région, l'appel a été super bonne aussi pour embarquer dans l'événement. Fait que c'est vraiment très apprécié, là. Fait que pour l'édition 2025, notre commanditaire officiel, c'est Celsius Climatisation Chauffage. Et puis, si on veut plus d'informations, on veut vous contacter, on procède comment? On va avoir un site web, l'ultratrailsayam.com, qui va être disponible dans les prochains jours. Et puis, est-ce que toi, tu vas participer? C'est sûr que moi, pendant la journée d'événement, j'aurais probablement pas le temps, mais je vais avoir le temps de courir tous les sentiers parce qu'il faut les balister avant l'événement. Tu vas les tester avant. Oui, j'en ai déjà testé pas mal. Ça va quand même être une grosse fin de semaine pour vous autres, là, ceux qui l'organisent et tout ça. Oh, oui, tout à fait. Là. Si jamais il y a des gens qui seraient intéressés à être bénévoles, vous pouvez aussi nous contacter. On n'a jamais de trop. Ça, on en a toujours de besoin. Tout à fait. Bien, je vais te souhaiter un bon Ultra Trail Sayam. Hey, merci beaucoup. On souhaite que les gens participent en grand nombre, puis j'imagine si ça va bien, ça va revenir les autres années. C'est sûr, ça va revenir les années suivantes. Merci, Miguel. Merci beaucoup. Je vous rappelle les dates de l'événement le 23 et 24 août. Pour toute information ou inscription, vous pouvez consulter le site internet ultratrailsayam.com ou la page Facebook Ultra Trail Sayam. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a mis en place un projet afin d'éviter le gaspillage alimentaire et le partage du surplus de nourriture. C'est un phénomène de plus en plus populaire, le frigo partagé, que l'on retrouve également à Moisson-Vallée. Je suis au Centre d'éducation des adultes pour en apprendre davantage sur le projet. Je suis en compagnie de Mélanie Tremblay, qui est agente de développement au Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Marc. On se voit aujourd'hui pour un beau projet, le frigo partagé. C'est quoi les objectifs? Bien, en fait, ce qu'on souhaite faire avec le Centre d'éducation des adultes puis une tonne de bénévoles, c'est diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, parce qu'on sait que autant les commerces, les gens jettent énormément de nourriture. Puis moi, je pense on pense qu'en 2025, ça n'a plus sa place. Puis, on veut aider aussi les gens qui ont peut-être moins de sous à avoir des aliments gratuits. Fait qu'on a vraiment travaillé pour un projet qui va permettre d'atteindre ces deux objectifs-là. Et c'est qui a participé à la réalisation de ce projet? Bien, c'est mon idée à la base, mais avec toute l'équipe de l'école, tous les gens du centre de service scolaire, ma direction, même la direction générale sont hyper emballés par ça. Mais c'est un projet qu'on se devait de faire à coût zéro. Fait qu'on est allé, le bénévole numéro 1, Sébastien Pelletier, dans le fond, qui a conçu l'abri, qui a fait l'achat des matériaux, qui est en démarche là, de commandite, là, qui ne sont pas encore tout à fait confirmés, mais c'est vraiment le numéro 1. Son ami Pascal, ses enfants, Boris et Malik, qui ont vraiment aidé au niveau de la construction. Puis, on a formé un groupe d'une quinzaine de bénévoles aussi de la vallée, principalement d'Amqui, qui vont faire la récolte de denrées alimentaires, notamment pendant la période de fermeture de moisson là, chez nos épiciers, qui vont vouloir venir porter ça ici. Fait qu'on est vraiment une grosse gang là, de citoyens qui avaient envie de faire une différence. Il y a beaucoup de gens qui ont mis la main à la pâte. Oui. Est-ce que ça vient aussi des fois d'un besoin des étudiants qui côtoient le Centre d'éducation des adultes? Bien, l'origine, en fait, c'est que en septembre dernier, on a décidé d'installer un frigo partagé dans le Centre d'éducation des adultes en partenariat avec Moisson-Vallée qui nous donnait des denrées. Puis les élèves les prennent, hein? Le besoin de manger, tout le monde là, puis les capacités financières, c'est pas tout le monde qui les a non plus. Puis là, on s'est retrouvé avec une situation où, pour l'été, Moisson fermait pendant 1 mois. Donc, ne pouvait plus nous fournir en denrées, ne pouvait plus récolter chez les épiciers non plus. Puis nous, on n'a pas d'étudiants l'été. Puis là, on se disait, mais on ne peut pas laisser de la nourriture se perdre. Ça n'a aucun sens. Fait qu'on s'est vraiment dépêché là, de mobiliser plein de gens, de chercher quelqu'un qui avait envie de s'embarquer dans ce projet-là pour le rendre accessible à tout le monde, pas juste à nos élèves, à toute la population, 24 heures sur 24, 7 jours semaine, 365 jours par année. Donc, c'est une façon d'un peu de prendre le relais de Moisson-Vallée vu qu'ils ne sont pas ouverts à l'année. Bien, tu sais, c'est vraiment notre souci. Moisson-Vallée font un travail extraordinaire. Ce que nous, on voulait, c'est que pendant leur période de fermeture,
on puisse essayer on ne réussira jamais à les remplacer, mais au moins de limiter le gaspillage alimentaire. Ça va être sans remplacer, vous allez vous complémenter. Tout à fait. C'est vraiment ça notre objectif. On le fait en partenariat avec eux autres. Puis, c'est ça. Tu sais, dans le centre d'éducation des adultes, on a une enseignante aussi qui cuisine beaucoup avec les élèves. On a une serre hydroponique qu'on est allé chercher le financement aussi pour installer. Fait que tout ça, là, ce qui va se passer pendant l'année au niveau de la cuisine aussi, les élèves vont pouvoir en mettre là pour la population. Donc là, on parlait de l'abri. Oui. C'est magnifique, c'est beau. Peux-tu nous expliquer un peu? Là? Parce que là, il y a 3 portes. Comment ça va fonctionner? Comment ça va être rempli tout ça? En fait, puis là, ça fait des semaines là, que les gars travaillent fort là-dessus. Là, on est vraiment dans la finition, ça s'en vient, ça va être complété. Ce qu'on a choisi de faire, c'est vraiment un gros abri 4 saisons avec 3 sections. La section de gauche qu'on voit ici, c'est le frigo. Donc, les gens vont pouvoir venir porter des denrées et chercher des denrées dans le frigo. Dans la section de droite, on met un congélateur parce qu'il y a des denrées qui sont congelées, qui se doivent d'être congelées. Puis au centre, ça va être vraiment la section qui va être isolée le plus avec la porte, là, une porte extérieure. Puis ça va être la section garde-manger. Fait que, tu sais, tout ce qui n'a pas besoin d'être au frigo, au congélo, les canages, les pâtes, n'importe quoi, les gens vont pouvoir mettre ça. Tout ce qui est non périssable. Exactement. Merci. Fait que vu que c'est bien tout fermé, ça va, comme tu dis, ça va être ouvert à l'année. Fait que les gens, ça s'adresse à tout le monde, le service. Mais est-ce que c'est tout le monde qui peut venir porter des aliments? Oui, dans le fond, c'est ça. Nous, on fait de la cueillette à certains endroits, là, entre autres Moisson et les épiceries. Mais notre rêve, c'est que les restaurateurs, entre autres, en fin de journée, qui ont des restants de soupe ou des restants de buffet, mettent ça dans des petits plats, viennent porter ça là. Que toi, Marc, tu pars en vacances une semaine, il te reste un pot de houmous dans ton frigo, du yogourt, du pain. Tu sais que tu ne mangeras pas ça, tu viens de porter ça ici. Donc, Monsieur, Madame, tout le monde peut venir en porter et Monsieur, Madame, tout le monde peut venir en chercher aussi. Et puis, est-ce qu'on peut mettre ce qu'on veut ou il y a quand même des restrictions? Bien, en fait, je vais juste parler 2 minutes de la loi du bon samaritain. Fait il n'y a personne qui peut se faire accuser d'avoir mis de la bouffe pas bonne là-dedans puis d'avoir rendu quelqu'un malade. Ça, c'est une loi au Québec. Fait que tout le monde peut venir chercher de la nourriture. Évidemment, ce qu'on ne souhaite pas, c'est d'avoir des pots, par exemple, de yogourt entamé, du poulet cru dans le frigo. Des choses qui peuvent se dépérir rapidement. Tout ce qui n'est pas ouvert, il n'y a pas de problème. Quand on a de la viande, des choses comme ça, idéalement, c'est de les mettre congelées. Si c'est transformé, bien là, on peut les laisser au frigo. Si, par exemple, tu as fait un coq au vin hier soir, puis tu en as fait beaucoup trop, ta visite n'est pas venue, fait que tu peux mettre ça dans des petits plats. Ça peut être ça n'a pas besoin d'être des plats neufs, là, mais tu sais, tant que c'est un contenant qui est propre, puis tu peux juste inscrire dessus coq au vin, la date de fabrication, tu mets ça dans le frigo. Fait que les gens vont le savoir. Tu sais, évidemment, quand on a tous les ingrédients, c'est fantastique, là, mais au moins le nom du plat, puis la date, puis c'est déjà beaucoup. Oui. Est-ce que quelqu'un qui va faire l'entretien, qui va faire le ménage aussi, parce qu'à un moment donné, un aliment peut périr, ne plus être bon? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir faire le ménage à un moment donné? Bien, pendant l'année scolaire, nous, on va s'en occuper. Ce qu'on essaie d'organiser cet été avec notre groupe de bénévoles, dans le fond, tous les jours, normalement, il va y avoir des nouveaux aliments, congélateurs, frigo, peut-être sur les tablettes aussi. Fait que ce qu'on demande aux bénévoles, c'est de jeter un œil, puis s'il y a vraiment quelque chose qui est plus bon, de le ramasser. Mais si toi, tu viens porter quelque chose ou prendre quelque chose, puis tu vois un aliment qui est plus bon, là, tu peux le ramasser, puis évidemment, le mettre au compost. Fait que, tu sais, ce qu'on a fait, là, on est porteur de ce projet-là, le Centre d'éducation des adultes, mais on veut que ça soit un projet citoyen. Donc, les gens s'impliquent aussi de plein de façons. Donc, ça devient une affaire de tous. On le remplit, on le vide Oui. et on l'entretient. Absolument. C'est vraiment ce qu'on souhaite. T'sais, il n'y avait pas ça à Amqui. Il y a un frigo partagé chez Moisson, mais il n'y en avait pas qui était en libre accès à l'extérieur. Puis on veut vraiment que ça soit quelque chose là, porté par la communauté pour la communauté. Donc, tu mentionnais qu'il y a beaucoup de bénévoles qui participent au projet, mais avez-vous quand même eu une aide financière, des subventions pour vous aider dans le projet? 0 pour Vous l'instant. avez toute partie de vous-même? Oui, oui. Puis, tu sais, je disais tantôt, là, l'ingénieur en chef Sébastien, c'est lui qui a mis la main dans sa poche parce que pour lui, c'est une cause qui est super importante. Il a souhaité investir. Il est en recherche de partenariats financiers pour ceux qui ont le goût de rajouter des sous. Mais c'est vraiment, tu sais, le frigo, on en avait un à l'école, c'est ça qu'on a pris, le congélateur aussi. On est vraiment dans quelque chose qui s'autofinance, qui s'autogère, puis qui compte sur la générosité des gens, en fait, c'est ça.
Donc là, on voit qu'ils sont en train de l'installer. C'est pas tout à fait complété. On estime que ça devrait commencer quand, le service? Bien, moi, dans mes rêves, demain, le congélateur est installé, il y a de la nourriture. On a fait une page Facebook aussi qui s'appelle Frigo partagé, Centre d'éducation des Monts et Marais. Fait que les gens vont pouvoir voir ça sur la page Facebook, pardon. Puis les gens vont être invités aussi à publier qu'est-ce qu'ils viennent porter dans le frigo. Fait que selon moi, demain, là, peut-être les portes ne seront pas peinturées encore, mais la bouffe va être là. T'as l'espoir. Tout de suite que ça commence demain. Oui, oui, ça fait 3 semaines qu'on est là-dessus, là, presque à temps plein. Là, fait que, Donc, si les gens ont des questions ou ils ont des commentaires, ils peuvent passer par la page Facebook. Y a d'autres façons de vous contacter? Bien, moi, je te dirais que Facebook, c'est la meilleure solution. Je peux laisser mon numéro de téléphone aussi, sans problème. Donc, c'est le 418-631-6738. La seule chose, c'est que j'ai le grand bonheur de m'en aller dans un autre pays pendant quelques semaines cet été. Fait que ça se peut que je ne réponde pas. Mais sur la page Facebook, là, il y a des gens qui vont l'administrer avec moi aussi. C'est la façon peut-être la plus sûre. L'idéal, là, si on a des questions, des choses qu'on se demande, parce que des fois, ça peut être juste, peux-tu laisser ça? Ils peuvent vous écrire pour le demander. Oui, absolument. Absolument, sans problème. Sinon aussi, auprès de Moisson, je sais qu'il y a Sophie Nicole qui connaît bien aussi toutes les normes au niveau de la salubrité et tout. Fait que Sophie aussi peut répondre facilement. Mélanie Tremblay, merci beaucoup. Puis félicitations, c'est vraiment un beau projet. Puis j'espère que la population va embarquer puis que ça va très bien fonctionner. On est convaincus, dans le fond. Moi, je pense que quand ça part du cœur, puis c'est vraiment ça, ça peut pas marcher. Voilà. Merci. Merci, Marc. Le frigo partagé est situé dans la cour du Centre d'éducation des adultes des Monts et Marais, au 123 rue des Biens à Amqui. C'est un endroit de don et de récupération alimentaire en libre accès et c'est accessible dès maintenant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Les députés ont une pause cet été avant de reprendre les travaux parlementaires à l'automne. La dernière session parlementaire du fédéral n'a pas été de tout repos. J'en discute avec Maxime Blanchette-Jonca, député de Rimouski-Lamatapédia. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Depuis peu, tu es le représentant de la Matapédia. Alors, comment ça se passe jusqu'à maintenant, ta relation avec les Matapédiens et Matapédiennes? Très bien. C'est certain que c'est quelque chose qui n'était pas inconnu pour moi. Je suis déjà fier député depuis maintenant plus de 5 ans et demi. Donc, auparavant, comme mentionné, dans un autre territoire, donc dans Rimouski-Neigette, donc dans les Basques, et auparavant, bon, le Témiscouata. Donc, maintenant, on ajoute la Matapédia et la Métis. Donc, c'est sûr, c'est de tisser des liens avec les acteurs socio-économiques, organismes communautaires, entreprises. Donc, c'est quelque chose de familier pour moi. C'est certain qu'on est quand même dans une période d'incertitude là, qui est, sans dire chronique, là, mais qui se prolonge. Donc, incertitude économique, on le sait, avec la guerre tarifaire avec les Américains. Des conflits internationaux au Moyen-Orient. Aussi. Alors, voilà. Je dirais que je suis agréablement présentement surpris de la situation économique quand même qui se prolonge malheureusement. Je pensais qu'on pouvait trouver des solutions qu'on pourra certainement élaborer dans le cadre de l'entrevue. Mais tout ça pour dire que je suis très heureux d'aller à la rencontre des gens de la Matapédia. Il faut le dire encore une fois, pas inconnu du rôle de député, mais aussi de mes racines. J'ai de la famille qui est originaire de Saint-Moïse, donc dans la Matapédia. Et j'ai des précieux souvenirs de jeunesse, évidemment, en tant que joueur de hockey ici au fameux tournoi Yum Yum. OK. Donc, oui, ça c'est... ça date pas d'hier. Je sais même pas si ça existe encore, les chips Yum Yum. On va procéder au bilan. Ouais. Tu nous parles un petit peu, c'est avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas évident, ça nous affecte aussi, parce qu'on peut pas faire un bilan sans parler justement des tarifs douaniers que le président américain veut imposer, l'impact que ça a au Canada, mais surtout ici au Québec et même dans notre région. Là. Oui. Donc, c'est sûr que vous avez sûrement défendu ce point-là. Oui, faut expliquer aux gens brièvement. Donc, on a fait quand même une session parlementaire après l'élection, donc qui a eu lieu le 28 avril dernier. 30 jours après, on a été convoqués au Parlement avec un nouveau Parlement, donc un nouveau premier ministre. C'est le même parti quand même, il faut le dire. 50% des ministres, là, c'est des gens qui étaient déjà dans l'ancien gouvernement libéral de Justin Trudeau. Donc,
On peut dire qu'on change de premier ministre, mais... on ne change pas la mentalité. Le chauffeur d'autobus a changé, mais ça reste une bonne partie des membres de l'autobus qui étaient là auparavant. Donc, tout ça pour dire que ça a été assez rapide après l'élection, il faut le dire. Et la session parlementaire a été très courte, 4 semaines. Normalement, une session parlementaire là, va débuter fin janvier jusqu'à la fin du mois de juin. Là, en 4 semaines, on s'est, fait précipiter par plusieurs choses. Donc, je résume pour les gens qui nous écoutent. Évidemment, on rentrait dans une période de crise, on disait avec la guerre tarifaire avec les Américains. Et nous, au Bloc québécois, c'est ce qu'on demandait, que le gouvernement puisse agir rapidement. Et force est de constater qu'il n'y a pas eu beaucoup d'agissements. On est passé à travers plusieurs discussions. Nous, on avait demandé des choses concrètes, d'avoir une diversification des marchés pour les exportations ici, que ce soit dans la région ou même au Québec, d'avoir du soutien, des programmes de soutien pour les entreprises qui sont lourdement touchées. On le sait ici dans la Matapédia, notamment le bois d'œuvre. Il y a plusieurs grosses entreprises, donc des employeurs qui sont très présents ici sur le territoire. Et ça fait en sorte qu'on voulait mettre un programme donc, de stabilité, voire même de soutien salarial, comme ça a été fait dans le cas de la pandémie de la COVID-19. Donc, s'il y a des gens qui sont mis à pied de façon temporaire ou de façon prolongée, bien qu'on est capable de s'assurer qu'ils restent au sein de l'entreprise et qu'il y ait un lien d'emploi qui soit préservé. Et là, on a proposé ça au gouvernement fédéral. Il n'y a pas eu vraiment d'action en ce sens. Et je vous dirais, pour vraiment préciser la situation, c'est que la seule action qu'on a réellement vue de la part du gouvernement fédéral, c'est un projet de loi, je dirais, gigantesque, même monstrueux, projet de loi C5, qui permettait de créer des projets d'intérêt national. Donc, en faisant beaucoup de choses, là, exempter des lois sur l'environnement, sur le transport, même sur la question des Autochtones, mais là, finalement, qui a été retirée. Mais tout ça pour dire que ça ne va pas répondre à la crise actuelle là, sur la situation économique. Et là, il y a des pourparlers entre le gouvernement fédéral, donc le gouvernement libéral et même l'administration américaine, mais il n'y a rien qui a changé, là. Même avant, pendant ou après l'élection, on est au même stade. Puis je dirais même que dernièrement, on a eu des secousses qu'on a vues dans l'actualité. Le président Trump refusait de négocier avec le Canada. Donc tout ça pour dire que les attentes étaient élevées auprès du nouveau premier ministre qui disait, qui se lançait en politique pour aider les gens, l'économie, le soutien. Mais tout ça pour dire qu'on comprend que la situation n'est pas facile, mais on n'a pas vraiment vu d'action concrète pour stabiliser l'économie ou encore rassurer les gens. Alors nous, c'est notre travail de continuer à pousser à ce que ça se fasse. Et surtout, c'est d'amener la perspective régionale. C'est pas vrai qu'à Toronto, à Vancouver, à Calgary, ça se passe comme à Amqui, à Saint-Arcitius, à Rimouski, à Trois-Pistoles, ou peu importe les endroits qu'on peut nommer. Donc, c'est notre travail à titre de député de dire on a des secteurs économiques qui sont très différents. Je peux en nommer plusieurs. Je vais parler de la foresterie, les pêches, l'agriculture, l'aluminium. Chaque secteur a sa réalité. Exact. Et il faut dire que l'économie du Québec, elle est différente de celle de l'Alberta, de Saskatchewan, du Manitoba, ou peu importe les endroits dans le Canada. Et c'est ça que là, présentement, nous, on dénonce. Le gouvernement fédéral tente de nous dire on veut créer une seule économie. Mais ça n'existe pas, une seule économie. Chaque endroit a des spécificités, a des caractéristiques socio-économiques qui sont très différentes des unes des autres. Donc, il faut avoir des programmes qui sont adaptés. Et là, ben voilà, je souhaite évidemment qu'on puisse mettre en place des programmes de soutien ou se préparer à le faire. Parce qu'actuellement, tout ce qu'on nous a dit, c'est on va mettre des contre-tarifs douaniers quand il y a des marchandises américaines qui vont rentrer au Canada et ces revenus-là seront réinjectés pour aider les entreprises. Mais c'est pas suffisant, ça. Donc, moi, je dirais... ce que je dis à plusieurs personnes, M. Trump, là, il est imprévisible. Peu importe la personne qui sera dernièrement, à la tête. il vient d'annoncer qu'il voulait mettre 50 de tarifs sur le cuivre. Là. Ça n'arrête jamais. Là. Chaque mois, il veut en rajouter, puis il va en rajouter, puis il va en rajouter. Exact. Je vais revenir sur un beau succès connu. C'est l'adoption du projet de loi sur la permanence de la gestion de l'offre. Oui. Un beau félicitations. Merci beaucoup. C'est un gain. Écoutez, même encore aujourd'hui, en parlant, après plus de 2 mois, son adoption vraiment officielle. Là. Donc, la gestion de l'offre. Pour les gens, c'est quoi ça mange en hiver, ça, la gestion de l'offre? Ça permet de stabiliser l'agriculture, donc l'offre et la demande, dans 3 secteurs névralgiques qui touchent notamment la région ici du Bas-Saint-Laurent, voire même beaucoup dans la Matapédia. On a beaucoup d'agriculture ici. Donc, là. secteur laitier, volaille et les œufs. Donc, 3 secteurs qui permettent d'avoir un système qui assure la stabilité des productions
pour ces producteurs-là. Donc, ça leur permet, peu importe où ils sont sur le territoire, d'avoir un soutien pour pouvoir se développer puis pouvoir produire, mais aussi de contrôler les produits qui rentrent de certains autres pays. Alors, c'est ça la fameuse gestion de l'offre. Ça veut dire que ça permet d'avoir aussi une qualité de produits qu'on retrouve sur nos tablettes dans les épiceries, mais dans notre assiette. Et ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est que le gouvernement du Canada a négocié avec d'autres pays dans les accords commerciaux, puis il y a d'autres produits qui sont rentrés sur le marché. Donc, ça a mis en concurrence nos producteurs, notamment dans des produits transformés, exemple le fromage ou d'autres types de produits comme on a nommé dans les secteurs agricoles. Et ça a fait en sorte que les producteurs ont perdu des parts de marché, donc ont perdu de l'argent. Parce qu'il y a d'autres produits qui n'avaient pas toujours les mêmes normes de qualité qui rentraient sur nos tablettes puis mettaient en compétition. Donc, ça a créé des brèches et ça fait en sorte que, bon, les producteurs ont eu des compensations qui sont temporaires, mais les brèches étaient permanentes. Alors, nous, on a dit au Bloc québécois, ça suffit. Si on veut aider nos producteurs, et c'est déjà un métier très difficile, là, des gens 7 jours sur 7, c'est une vocation. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent puis qui en font un métier. Mais on a dit qu'il faut les aider. Il ne faut pas les mettre en compétition avec d'autres qui vont faire en sorte de déstabiliser le marché. Donc là, on a dit, quand on va retourner à la table de négociation avec d'autres pays, bien, il faut juste s'assurer que ce secteur agricole-là soit protégé, qu'il ne soit plus mis à risque de mettre en compétition avec d'autres. Et là, c'est ce qu'on a fait dans ce projet de loi-là qui a été adopté de la gestion de l'offre. Je dois le dire, là, ça fait plus de 5 ans, en tout cas moi, à titre de député, qu'on est au front. On a déposé un premier projet de loi qui est mort au feuilleton après la première élection en 2019. On est revenu à la charge en 2021. Je me suis engagé en campagne électorale aussi à nouveau, publiquement, avec le Bloc québécois, à revenir à la charge. Et là, on l'a fait. Enfin, c'est une chose faite. Donc, ça rassure beaucoup de gens et ça met aussi le couvercle sur la marmite pour la pérennité de plusieurs entreprises agricoles. Alors, chapeau. Moi, je peux le dire, plus de 200 fermes ici dans la circonscription de Rimouski, la Matapédia. Puis juste démontrer le moteur économique puissant que c'est, plus de 500 millions en retombées économiques, justement, juste pour la production laitière. Alors, ce que je veux dire, là, c'est des centaines, des milliers d'emplois partout dans la région, partout au Québec, des gens qui sont rassurés de dire qu'il y a des politiques publiques qui vont les protéger et qui ne feront pas en sorte de les mettre à mal lorsqu'il y aura des accords commerciaux avec d'autres pays. Et tout ça, ça vient confirmer l'importance et la raison d'être du Bloc québécois encore au fédéral. Bien, je crois que ça démontre que notre travail est plus essentiel que jamais. Puis, encore une fois, rien n'est parfait dans ce monde, mais on est capable, nous, au Bloc, justement, de ramener des perspectives régionales, parce qu'on peut se le dire, hein, on ne retrouve pas des fermes sur le plateau Mont-Royal, à Montréal, puis ni dans le centre-ville de Toronto. Donc, c'est important d'avoir des députés de région, comme des gens qui sont du Bloc québécois, de dire, ici, là, on a un mode de vie qui est différent, on a des modèles économiques qui sont très différents. Donc, moi, je suis très fier du travail du Bloc québécois, surtout parce qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Alors, on a tenu parole, première des choses. Puis, deuxième des choses, on a changé vraiment quelque chose de concret et tangible. Et ça, bien, on a démontré, oui, la pertinence du Bloc québécois, mais également qu'on est capable de tenir notre engagement. En terminant, ça passe quand même vite. Bravo, Isabelle, pour le travail que vous avez fait. Ça va ressembler à quoi, là, un été pour un député, là, maintenant qu'il n'y a plus de... Les sessions parlementaires est terminées. Oui. Comment ça fonctionne, là, les travaux parlementaires qui sont suspendus jusqu'à la mi-septembre? Ça nous permet justement d'aller à la rencontre des gens. Donc, des organismes, des entreprises. Donc, tous les gens que normalement, dans une session parlementaire, normalement, on est un peu bousculé entre septembre et juin. Je rappelle aux gens, un député fédéral, ça doit siéger obligatoirement à Ottawa 26 semaines par année, entre le mois de septembre et le mois de juin. Fait que vous imaginez, on a quelques pauses par-ci par-là pour revenir dans notre circonscription, mais l'été, bon, juillet et août, c'est une période qu'on peut planifier à l'avance. Donc, moi, je fais une tournée estivale, je rencontre des organismes communautaires, les entreprises, et surtout dans un contexte d'incertitude encore économique comme en ce moment on vit. Mais je m'assure de bien comprendre les enjeux dans le territoire, mais aussi d'aller à l'écoute des gens, échanger avec eux. Vous savez, le travail d'un député, c'est de porter la voix, défendre les intérêts des gens qu'on représente, mais c'est aussi de comprendre. Et je ne vous cache pas qu'on a un énorme territoire à desservir et à couvrir. 55 municipalités dans plus de 12 000 km². Alors moi, je me fais un devoir d'aller à la rencontre des gens, d'être accessible. Il faut le dire, c'est pas plate, là. C'est le fun. En région, dans l'été, on a des festivals, on peut rencontrer des gens.
Donc, on tente quand même de parler de politique, mais aussi de comprendre les différents enjeux. Alors, c'est ce que moi, je vais faire. J'ai déjà débuté ma tournée estivale, mais je vais poursuivre ça là, jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à la rentrée parlementaire. On risque de te revoir dans le paysage Assurément, matapédien. je suis pas très loin. Et gênez-vous jamais s'il y a quoi que ce soit là, que vous voulez échanger avec moi. Ça me fait toujours plaisir. Facile à rejoindre également par téléphone, les médias sociaux, par courriel, différentes façons. Donc oui, je poursuis ma tournée estivale, puis je m'assure effectivement d'aller à la rencontre des gens comme toujours. Maxime Blanchette-Jonca, merci beaucoup. Merci à vous. Puis un bel été. Pareillement, bon été à tout le monde. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Vous connaissez peut-être les aventures magiques de l'orpheline Saphira. Sinon, on va vous aider à la connaître puisque je reçois l'auteur de ce livre, Yasmine Hott-Smith. Bonjour Yasmine! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien! Il fait beau, il fait chaud. Oui, il fait beau, il fait chaud. Ça fait du bien. Oui, oui. Justement, c'est des belles températures pour s'asseoir dehors et lire un bon livre. Oui. Puis on a une belle suggestion à faire. Oui. On s'était parlé l'année dernière parce qu'en septembre, il y avait le lancement officiel du livre Saphira pour aider à le faire connaître. Donc, là, c'est fait, le lancement est fait. Comment ça se passe, là, justement, tout ça, faire connaître ce livre-là? Bien, en ce moment, je viens juste de terminer une tournée de... la première dédicace à le Festival national à la Fête nationale. À la Fête nationale, oui, qui a eu lieu le 24 juin à Saint-Moïse. Donc, c'est là que tu as débuté ta tournée pour faire connaître ton livre. Oui, c'est bien ça. Et ça a commencé le 24 juin, mais là, ça va se poursuivre. Oui, ça va poursuivre. Il va y avoir, sauf le mois de juillet, je vais prendre une petite vacance, mais à partir du mois de août, là, j'ai toujours un endroit où est-ce qu'on va être. Justement, avant de préciser où est-ce que tu vas passer, justement, pour que les gens comprennent bien, on parle de ton livre Saphira, qui est considéré comme un livre jeunesse. Oui, c'est ça. Donc, c'est un livre... Entre 7 et 14 ans. C'est ça. Donc, c'est un livre fantastique, mais c'est pas juste fantastique, c'est très psychologique aussi, parce que tu abordes des thèmes. Peux-tu nous parler un petit peu, justement, de qu'est-ce que contient ce livre-là? Mais ce livre-là, elle contient une histoire par rapport à une petite orpheline qui va trouver ses parents, qui se trouvent être magiques. OK. Et puis, durant son voyage, elle va rencontrer des difficultés. Et puis, elle est comme pas sûre d'elle-même. D'abord, elle va passer... Toutes ces petites aventures-là vont faire en sorte qu'elle va réussir à avoir un peu d'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est très important pour les enfants. Et ça se construit en bas âge. Oui, c'est ça. Soi. Oui, c'est ça. Oui, parce que ces enfants-là, comme chaque parent, quand les enfants sont gênés et tout ça, parce qu'ils n'ont jamais vu la personne ou parce qu'ils sont pris à part parce que c'est inconnu. On a toujours peur de l'inconnu. Et d'abord, faut faire en sorte que on franchisse cette étape-là pour qu'on puisse avoir d'une meilleure vie, en sorte. Parce que c'est une chose qui, même les jeunes d'âge de 14 ans et tout ça, et il y a encore les difficultés par rapport à ce qui s'est passé dans leur jeunesse et tout ça. D'abord, oui, puis c'est le passage à l'âge adulte. Comment on fait ce passage-là de l'enfance à l'adulte? C'est dans cette période-là, c'est critique, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et si on n'a pas d'estime de soi, on n'a pas de confiance en soi, c'est plus difficile de faire ce passage-là. Ben oui, c'est sûr. Il y a une autre particularité de ton livre, c'est qu'il est bilingue. Oui. Oui. On peut le lire autant en français et en anglais, mais dans le même livre. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une raison personnelle. Pas juste à cause des enfants, mais c'est parce que je suis anglaise. Okay. Et quand j'ai fait l'école, je l'ai faite en anglais. Et puis, quand on fait l'étude en français,
c'est pas équivalent. D'abord, je veux donner un outil, autant en anglais qu'en français, pour qu'il puisse s'aider à être équivalent dans les deux langues. Parce que je trouve que c'est important. Puis je trouve que je trouve que si ça l'aurait été de même durant mon enfance, ben j'aurais eu un meilleur français que là. Hey, j'aurais aimé ça parce que moi, c'est l'inverse. J'aurais un meilleur anglais. J'aurais pu le lire en français, après ça, le lire en anglais, puis faire des liens, de dire, OK, ça veut dire... Ouais. Ça va permettre aussi... Ben, si un jeune qui est bilingue, il peut le lire soit en français ou en anglais, mais pour les jeunes qui sont soit juste francophones, juste anglophones, ça devient en même temps comme un outil d'apprentissage, de faire des liens entre qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là en français ou en anglais. Et tu l'as aussi, tu comprends. Fait que ça devient un roman fantastique, quasiment un roman psychologique, puis là, un apprentissage. Oui, c'est bien ça. Il y a quasiment un 3 dans 1. Oui, c'est ça. Et puis comme je veux que les personnes puissent vraiment bien comprendre, il y a aussi le côté où il y a des personnes qui ne savent pas vraiment lire. Et il va surtout par le oui. Oui. Et puis, c'est pour ça que dans une avenir future, je vais aussi l'avoir en audio. Ah oui, c'est vrai, c'est un beau projet que tu veux apporter pour Safira. Oui. Pourquoi tu voudrais, justement, c'est un peu pour les gens peut-être qui sont Mais parce malvoyants, que qui ne peuvent pas lire ou... si tu lis en français et tu arrives à l'anglais, comment tu vas savoir de le prononcer? Comment le prononcer? Comment le comprendre avec qu'est-ce que tu lis. D'abord, l'enfant qui est en anglais, il peut écouter la version française en écoute. Okay. Et puis vice-versa. Mais là, tu es rendu où dans ce projet-là concrètement? Là? Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que tu sais à peu près quand ça peut se réaliser? Je suis en train de prendre des gens qui vont vraiment pouvoir le lire. Ah, que tu vas pouvoir enregistrer les voix, trouver les bonnes personnes pour enregistrer en français comme en anglais. Oui, je suis à ce niveau-là. Okay. Je n'ai pas encore commencé, mais c'est en route. Mais ça va être un beau plus pour le livre aussi, là, si tu l'as en français, en anglais, en audio. Oh oui, c'est sûr. on peut t'en faire pour adultes aussi. Je vais juste revenir un petit peu à la tournée des bibliothèques. Donc, dans le fond, la tournée des bibliothèques, c'est pour faire connaître ton livre, rencontrer les gens. Si les gens veulent l'acheter, probablement que tu vas être là pour le dédicacer aussi. Ah oui, c'est sûr. Okay. Mais c'est pas toutes les bibliothèques. C'est vraiment, en ce moment, mon prochaine dédicace, ça va être à le centre d'achat, les galeries de Montjoly. À Montjoly, OK. Oui, les galeries de Montjoly. Ça peut être autour de quel... C'est le 1er août. Au 1er août, OK. Oui, le 1er août, à partir de à peu près 2 heures de l'après-midi. Je vais être là, ils peuvent venir me rencontrer et je peux leur parler de qu'est-ce que c'est un peu le livre et ils peuvent regarder, ils peuvent l'acheter puis ils peuvent avoir une dédicace. Fait que ça, la tournée, dans le fond, tu vas la faire dans la Métis, tu vas te promener aussi dans la Matapédia, je suppose? Oui, mais c'est parce que c'est vraiment spécial. Le centre d'achat Montjoly, pourquoi que je le fais là? C'est parce que la madame à la radio à Montjoly, elle nous a aidés pendant le temps que je travaillais en tant qu'animatrice pour l'Association de l'avenir à le service d'animation. Et puis, on a fait un enregistrement pour que les enfants puissent avoir l'expérience d'enregistrer quelque chose à la radio. Okay. On a fait des petits montages. Et puis, je veux le remercier. Et en même temps, c'est une façon de remercier et tout. C'est pas très loin pour nous non plus aller à Montjoly. Fait que c'est déjà de la Matapédia qui veulent aller te rencontrer à Montjoly pour pouvoir. C'est ça. Mais tu vas sûrement avoir une tournée aussi dans la Matapédia, je suppose. Oui. Les dates vont être à venir. Là. De toute façon, on va les mettre à l'écran aussi. Les gens vont pouvoir voir là, ton passage. Oui. Ça, c'est le premier endroit. Okay. Il y a aussi à Cause Abscale. OK. Ça, c'est au mois de septembre. Mois de septembre. La date est à venir, mais c'est là que le livre a commencé. À Cause Abscale? Oui. Ah. Oui. Comme je vous avais dit, j'avais travaillé à l'éclosion. Mm-hmm. Et puis,
c'était là que j'avais eu les idées par rapport à commencer le livre. OK. Si les gens peuvent pas aller te rencontrer lors de ta tournée de bibliothèque, ils peuvent sûrement se procurer le livre autrement. Oui, c'est sûr. Sur Amazon.com, OK. vous tapez soit Saphira volume 1 ou tout simplement Yasmine Hott-Smith et vous allez le trouver. Et aussi, il va y avoir deux librairies qui vont le fournir. Oui, check ça. Oui, puis lis beaucoup à Montjoly. Donc. Ça, puis eux autres, c'est juste à partir du mois d'août qu'ils vont le recevoir. Là, on parle du volume 1. Oui. Fait que là, on peut sous-entendre qu'il va y avoir un volume 2. Je sais que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit qu'il y aurait un volume 2 sur un autre sujet. Est-ce que ce projet-là est débuté, est en branle ou... Oui. Ou là, présentement, tu te consacres plus à Saphira? En ce moment, je me consacre plus à Saphira, mais je suis aussitôt que ça commence à terminer un petit peu, peut-être vers le mois de décembre, on va commencer vraiment à travailler un peu plus sur le deuxième volume. Oui, c'est ça. Toujours le même principe, je pense, il va être bilingue. Oui, il va être bilingue, mais celui-là, il va être sur le deuil. Mais principalement, en ce moment, je veux qu'on concentre sur l'estime de soi parce que je trouve que c'est un travail à longue haleine. C'est tellement un beau sujet, puis c'est tellement important. Oui, vraiment important. Yasmine Hott-Smith, merci! Oh, c'est moi qui vous remercie. C'est agréable de visiter, vraiment un très beau livre et je suggère aux gens d'aller se le procurer puis d'aller profiter de l'extérieur avec un bon livre. Si ça en est un bon, même si c'est plus pour les jeunes, même adultes, on peut le lire. Je pense qu'on va avoir du plaisir à le lire aussi. Tu peux le lire à vos enfants aussi. Aussi, ben oui, c'est sûr. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour tout connaître sur les dates de la tournée des bibliothèques de Yasmine Hott-Smith, vous pouvez consulter la page Facebook Saphira Auteur. Donc, dès que les dates seront connues, elles seront indiquées sur la page Facebook. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer le livre Saphira, vous vous rendez sur le site amazon.com. Et dès le 1er août, il sera également disponible à la librairie Chexa ici à Amqui. Bonne lecture! Bonjour, je m'appelle Megan. Megan, c'est une petite fille merveilleuse. Elle est très sensible, empathique, très persévérante et très déterminée. Je suis un papa très fier de ma fille parce qu'elle ne se met pas de limites. Elle ne se laisse pas arrêter à cause de son amputation. Mon amputation est le bras gauche. Quand les gens me posent des questions sur mon bras, je leur réponds « Je suis née comme ça ». On a appris que Megan serait amputée lors d'une échographie à peu près à une vingtaine de semaines. Pour nous, l'amputation de Megan, c'était quelque chose de nouveau. On ne connaissait pas personne qui était amputé personnellement, mais on connaissait l'Association des amputés de guerre. C'est l'association qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Les prothèses permettent à Megan de pratiquer l'activité de façon efficace, sécuritaire, puis ça lui permet aussi de progresser comme les autres enfants. Tout le soutien financier et moral que l'Association des amputés de guerre apporte aux enfants amputés, ça permet aux enfants comme Megan de faire toutes les activités sportives qu'ils désirent. En tant que maman, je trouve ça très rassurant pour l'avenir de ma fille. L'autre chose qui est rassurante au niveau des prothèses et des amputés de guerre, c'est que c'est sûr, Megan, c'est un enfant. Elle grandit, les prothèses ne grandissent pas, il faut renouveler les prothèses. C'est rassurant que les amputés de guerre sont là pour nous aider. Merci beaucoup aux donateurs à l'association parce que ça permet à ma fille de pouvoir faire ce qu'elle veut, puis être heureuse, puis pas se sentir différente des autres. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! C'est ce qui complète cette édition du 18 juillet de TVC l'été. Veuillez prendre note que cette émission sera également la première diffusion pour la semaine du 25 juillet et du 1er août. Moi, je vous souhaite une belle semaine, profitez du beau temps et je vous retrouve le 8 août pour une nouvelle édition originale de TVC l'été.